Mesdames et messieurs, en général, alors d'abord, je voudrais vous adresser les plus vifs remerciements de la part de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse de nous accueillir ce soir sur votre base aérienne et à l'école des officiers de l'armée de l'air. Je souhaiterais également remercier Bertrand Piccard et André Brochberg, donc deux parrains de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry, les cofondateurs du projet Solar Impulse, d'avoir fait le chemin de Suisse pour venir ici ce soir donner une conférence aux jeunes de l'école de l'air et également à nos partenaires des apprentis d'Auteuil, dont certains jeunes sont venus de toute la région ici pour visiter la base et assister à votre conférence. La Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse a été créée en 2008 sous l'égide de la Fondation de France par la famille de l'écrivain aviateur et ses admirateurs du monde aéronautique et littéraire afin de porter une aide généreuse et pérenne pour les enfants en difficulté en France et dans le monde entier. Et à ce titre, je tiens à saluer également les représentants de l'association lyonnaise Les Ailes du Petit Prince, qui réalise les rêves d'enfants malades et handicapés en leur permettant de faire des baptêmes de l'air. Et prochainement, il y aura justement une séance de baptême de l'air qui sera organisée le 5 avril ici sur votre base. Donc je vous remercie également de les soutenir. C'est l'une des associations qui est vraiment... Il fait un travail formidable et je remercie Philippe Chetaille d'être ici ce soir pour représenter cette association avec le lieutenant-colonel Hervé de Saint-Exupéry. Ensuite, je souhaiterais dire que la Fondation Saint-Exupéry donc, a créé un partenariat avec la Fondation Solar Impulse en 2001 à l'occasion du Salon du Bourget afin d'apporter le message et transmettre les valeurs humanistes d'Antoine de Saint-Exupéry et également son message écologique, donc qui trouve un écho et une résonance toute particulière à travers ce projet des pionniers André Brochberg et Bertrand Piccard. Ensuite, la Fondation Antoine de Saint-Exupéry a créé un partenariat officiel avec l'armée de l'air qui a été signé également ici sur la base de Salon-de-Provence à l'occasion des 60 ans de la patrouille de France l'année dernière avec le général Denis Mercier et sous la présidence du ministre de la Défense qui nous a fait l'honneur d'assister à cette cérémonie. Alors, je tiens également à vous transmettre l'amitié fidèle de la marraine de notre comité de parrainage, Claudie Hénuret, donc qui n'a malheureusement pas pu être parmi nous ce soir, mais qui vous transmet son amical souvenir. Et je souhaite également remercier le général Ponce, puisque nous avons un partenariat avec la compagnie aérienne Air France, qui nous soutient également. Et donc merci à tous et je vous souhaite une bonne conférence. Mon général, mesdames, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs les officiers, mesdames, messieurs, nous avons l'immense honneur et privilège de recevoir ce soir M. Bertrand Piccard et M. André Borchberg qui ont accepté de venir nous faire part de leur aventure. Messieurs, c'est avec un profond respect que j'évoquerai les événements les plus marquants de votre carrière. Tout d'abord, M. Bertrand Piccard. Né dans une dynastie d'explorateurs et de scientifiques ayant conquis les plus grandes altitudes et profondeurs de notre planète, vous suivez de brillantes études de médecine et obtenez un doctorat en psychiatrie et psychothérapie. Vous devenez alors rapidement un expert en hypnothérapie. Cependant, après avoir été un pionnier de l'aviation ultralégère dans les années 70, champion d'Europe de voltige en deltaplane et avoir gagné la première course transatlantique en ballon, votre héritage familial vous rattrape ainsi que votre passion pour l'étude du comportement humain en situation extrême. Vous êtes alors à l'origine du projet Breitling Orbiter et en 1999, accompagné de M. Brian Jones, vous accomplissez le premier tour du monde sans escale en ballon entre le 1er et le 21 mars. Vous battez alors simultanément 7 records du monde, dont celui du plus long vol de l'histoire de l'aviation en termes de durée de distance, avec 45 755 km parcourus en 19 jours, 21 heures et 47 minutes. L'engouement suscité par cet exploit vous amène à créer la fondation Wings of Hope afin de soutenir la recherche contre une terrible maladie, l'onoma. Vous accepterez ensuite une nomination des Nations Unies comme ambassadeur itinérant du Fonds pour la population. Surnommé le Saventurier, on vous a décerné entre autres les plus hautes distinctions de la Fédération aéronautique internationale, de l'Explorers Club, de la National Geographic Society, l'Olympic Order, la médaille de l'aéronautique et vous êtes également chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur André Borchberg, fasciné par l'aviation depuis votre enfance, vous apprenez à piloter dans l'armée de l'air suisse et devenez pilote de réserve sur Venom, Hunter et F-5 Tiger de 1974 à 1997.
Après avoir été diplômé de l'École polytechnique fédérale de Lausanne en mécanique et thermodynamique, vous poursuivez vos études et obtenez un certificat en management financier et management des entreprises de l'école HEC de Lausanne, puis un master en sciences du management du MIT. Armé de ces diplômes, vous développez et dirigez de nombreux projets à la fois en tant qu'entrepreneur et investisseur, et lancez alors avec succès 2 startups dans le domaine d'Internet et des nouvelles technologies. Avec une équipe de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, vous co-créez Innovative Silicon, une entreprise dans le domaine des mémoires de microprocesseurs. Possédant plusieurs licences professionnelles d'avions et d'hélicoptères, vous détenez 5 records mondiaux homologués par la Fédération de l'aéronautique internationale et êtes également actif dans le domaine du social, notamment au Resto du Cœur. Messieurs, les exploits accomplis n'ayant pas émoussé votre esprit d'aventure, vous vous lancez dans un challenge en duo en 2003, quand vous avez l'incroyable idée de réaliser un avion fonctionnant uniquement à l'énergie solaire et pouvant voler de jour comme de nuit. Vous montez alors le projet Solar Impulse et formez une équipe de 80 spécialistes avec qui vous parviendrez à réaliser ce rêve le 7 juillet 2010. Monsieur André Borschberg, alors aux commandes, réalise le premier vol de nuit de l'histoire de l'aviation solaire, avec un vol de 26 heures, 10 minutes et 19 secondes. L'année dernière, vous avez réalisé une traversée historique des États-Unis de San Francisco à New York en l'espace de 2 mois et emporté avec vous des officiers et élèves de l'école de l'air en stage de fin d'études. Votre prototype devient dès lors le premier avion à approcher le vol perpétuel et les limites physiologiques du corps humain semblent être désormais le seul obstacle. Mais ce n'est pas ce qui vous empêche de voir encore plus grand. En 2015, vous prévoyez de réaliser le tour du monde avec une escale sur chaque continent. J'ai une seule question qui me vient alors à l'esprit, est-ce que je peux venir avec vous ? Messieurs, au vu de votre formidable expérience personnelle et de ce projet digne de celui des frères Wright ou de Charles Lindbergh, je puis vous assurer l'attention toute particulière de l'auditoire afin d'en apprendre plus sur votre aventure. Je vous cède respectueusement la parole. The first airplane to fly. The first to cross the Atlantic. The first to break the sound barrier. The first to fly day and night without fuel. 3, 2, 1, go! We made it, guys! We made it! Absolutely unbelievable! It's designed to slowly ascend throughout the day, charging its batteries. When I was a child, I saw my father diving to the deepest point in the ocean with the US Navy. That was actually my first inspiration. And today, with scientific exploration, I want to inspire others to also achieve the impossible, thanks to pioneering spirit. I've been educated at MIT, and this time spent in Boston led me to found startup companies. I know that dreams fuel innovation, and I also know that human commitment and new technologies can really change the world. In a spirit of exploration, Solar Impulse intends to achieve the first ever round-the-world flight powered by solar energy. It's amazing, just amazing. Inspiring new generations, bringing innovative solutions to the challenges of humanity, inventing a brighter future.
to be a part of it. Mon général, mesdames et messieurs, chers amis, je crois que j'ai vécu cet après-midi les expériences les plus époustouflantes de ma carrière aéronautique. C'était un vol avec la patrouille de France. C'est mythique, pas seulement pour les pilotes, c'est mythique pour tout le monde. Et se dire qu'avec André, nous avons été invités à prendre place dans l'avion 5 et dans l'avion 8 et de faire 1 heure de vol en 3 dimensions avec la plus fabuleuse patrouille du monde, c'était une expérience absolument incroyable. Alors, vous allez peut-être vous étonner que je commence ma conférence en vous parlant d'exactement l'inverse, c'est-à-dire de ballon. Dans un ballon, vous n'avez pas de moteur, vous n'avez pas de vitesse propre, vous n'avez pas de contrôle. C'est vraiment exactement l'inverse de tout ce qu'on apprend quand on est pilote de jet. Et après avoir fait de l'aile delta et de l'ULM, c'est pourtant en ballon que j'ai le plus d'heures de vol. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ballon et de ce tour du monde que j'ai fait avec Brian Jones il y a 15 ans maintenant? Eh bien, parce qu'en fait, on apprend énormément de choses quand on fait du ballon. Et vous êtes, pour certains, des élèves, pilotes, finalement vous êtes ici dans une école, et l'association Saint-Exupéry se consacrant aussi beaucoup à l'éducation. J'ai envie de parler un petit peu du symbole de ce qu'on peut apprendre en ballon. Parce que quand vous êtes en ballon, vous n'avez aucune certitude d'où vous allez. C'est en fait une gestion de crise permanente. Vous savez exactement d'où vous venez, mais vous n'avez aucune idée où vous allez. Et la première chose que vous apprenez dans votre première leçon de pilotage, c'est que l'atmosphère est faite de couches météorologiques très différentes qui ont toute une autre direction et une autre vitesse. Par conséquent, votre seule responsabilité, votre seule liberté pour changer de direction, c'est de changer d'altitude. C'est de monter ou de descendre pour partir à gauche ou à droite. Ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, si on réfléchit un petit peu dans la vie de tous les jours, peut-être pas quand on est aux commandes d'un pilote de jet où on a son destin entièrement dans ses mains, mais quand on est pris dans la vie, on est aussi poussé par le vent, par ce qu'on appelle les vents de la vie, les modes, les tendances, les attentes des autres, la mondialisation, le cours de la bourse, les décisions politiques, les règles économiques, les maladies, les accidents, l'amour, la santé, les succès, les échecs, les crises. Finalement, tout ça, c'est comme le vent. Ça nous prend à l'improviste et ça nous pousse vers l'inconnu. Et dans notre monde, nous apprenons à résister. On apprend à lutter contre les problèmes. On apprend à résister au changement. On apprend à avoir peur de l'inconnu. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est dans la vie également, si on veut atteindre nos buts, si on veut atteindre nos rêves, si on veut atteindre nos objectifs et nos visions, ce qui est important, c'est également, comme en ballon, d'apprendre à changer d'altitude. Changer d'altitude sur le plan psychologique, changer d'altitude sur le plan philosophique, sur le plan spirituel, bien sûr aussi, sur le plan de notre vision du monde, de manière à pouvoir capter d'autres idées, d'autres influences, d'autres solutions, d'autres stratégies, d'autres réponses dans les vents de la vie, à différentes altitudes, pour arriver à trouver son chemin vers le but qu'on s'est fixé. Alors, si je m'arrêtais là, vous allez probablement vous dire que, à part une métaphore légèrement poétique de changer d'altitude pour changer de direction dans la vie, ce n'est pas très concret, pas très utile. Alors, allons de manière beaucoup plus concrète et beaucoup plus utile, mais pour ça, il faut comprendre comment un ballon fonctionne. Si vous voulez changer d'altitude dans un ballon, vous devez lâcher du lest. Donc, vous devez lâcher de l'eau, du sable, des réservoirs de gaz dont vous n'avez plus besoin, tous les équipements superflus. Et chaque fois que vous jetez quelque chose par-dessus bord, votre ballon est allégé et peut monter. Je pense que c'est exactement ça qu'on doit apprendre à faire dans la vie de tous les jours si on veut être capable de trouver son chemin. On doit lâcher du lest. Parce que dans la vie, et qu'on soit pilote de jet, qu'on soit civil, qu'on soit enfant, qu'on soit vieillard, c'est finalement toujours exactement la même chose. Dans la vie, on a beaucoup de lest. On a des certitudes. On a notre attachement viscéral à la sécurité, à notre peur de l'inconnu. On a nos habitudes, nos convictions, nos croyances, nos paradigmes, nos dogmes, c'est-à-dire tout ce à quoi dans la vie on essaie de s'accrocher parce qu'on croit qu'on va être plus fort alors qu'en fait on ne sera que plus lourd.
Et je ne sais pas si vous avez remarqué que chaque fois que dans la vie on est en période de difficulté, on essaye de s'accrocher à ce qu'on connaissait déjà, plutôt qu'à essayer de se laisser porter vers l'inconnu pour trouver d'autres manières de fonctionner, plutôt que d'utiliser les doutes et les points d'interrogation comme stimulation pour sa créativité. Par conséquent, si on veut changer d'altitude dans la vie, ce qui est fondamental, c'est d'apprendre à passer notre lest par-dessus bord, nos certitudes par-dessus bord. Et si on veut être un bon pilote de ballon dans les vents de la vie, il faut avoir l'honnêteté d'observer très précisément ce à quoi on croit le plus et se dire qu'il faut parfois envisager le contraire. Le contraire n'est pas toujours meilleur. Mais si on a une seule manière de voir le monde, si on a une seule croyance, une seule certitude, eh bien on sera toujours poussé par les vents de la vie dans une direction, on ne sera jamais libre. Si on envisage le contraire, ce n'est pas simplement une autre possibilité. Non, le contraire, à l'opposé, nous laisse entre les deux extrêmes des milliers de possibilités, des milliers de variantes, des milliers de solutions ou de réponses. Et la liberté dans la vie, ce n'est pas de pouvoir faire tout ce qu'on veut. Non, la liberté, c'est de pouvoir choisir ce qu'on a envie de penser, dans tout l'éventail. Mais cet éventail, il doit pouvoir être concret, il doit pouvoir être là devant nous. C'est-à-dire qu'au moment où on se permet de penser tout et son contraire, de se dire qu'il y a toutes les visions du monde différentes, toutes les stratégies différentes à disposition, et qu'à ce moment-là, on a la liberté d'en choisir une, notre vie peut changer. Parce qu'à ce moment-là, notre avenir ne sera plus jamais une seule trajectoire, notre avenir sera à chaque moment toutes les trajectoires possibles en 3 dimensions. Et c'est quoi l'esprit de pionnier? C'est quoi l'esprit d'aventure? C'est quoi l'exploration? L'esprit d'entrepreneur, la gestion de crise, l'innovation, la créativité, l'inventivité? Eh bien, ce sera chaque fois qu'on se permettra d'explorer l'axe vertical et d'essayer toutes les manières de penser, toutes les manières de fonctionner, toutes les manières d'agir et de réagir, jusqu'à ce qu'on trouve la direction, c'est-à-dire finalement l'attitude qui nous permet d'avoir la direction qu'on cherche dans la vie. Sachant qu'ensuite, on devra rebouger, peut-être vers le haut, vers le bas, rechanger nos certitudes pour nous réadapter à tous les changements successifs, parce que la vie n'est jamais un fleuve tranquille, c'est souvent des turbulences successives. Si on fonctionne comme ça, et qu'on devient un pilote de ballon dans la vie devient absolument fascinante. Et je pense qu'on peut réussir énormément de choses. Et quand nous avons réussi notre tour du monde avec Brian Jones, c'est finalement exactement comme ça. C'est en remettant constamment en question toutes les stratégies que nous avions après les échecs successifs que nous avons eus, nous n'avons réussi qu'à la 3e tentative, en faisant des ballons différents, en remettant en question nos certitudes, en changeant nos plans de vol en permanence, en passant à certains moments la totalité de notre matériel par-dessus bord pour pouvoir monter devant une zone de haute pression et attraper un jet stream qui nous a poussé ensuite à 230 km/h à travers l'Atlantique quand nous étions à 11 000 mètres d'altitude. Et c'est ça qui nous a permis de réussir. Mais si je vous montre cette photo-là, ce n'est pas simplement pour montrer la conclusion d'un vol qui a forcément été une expérience magnifique pour Brian Jones et moi, c'est pour vous montrer ce qui reste comme carburant dans les 2 dernières bouteilles. On voit assez mal celle de gauche, celle de droite est un peu plus compréhensible. Nous avions 32 bouteilles de titane remplies de propane, donc 3,7 tonnes de propane liquide au décollage. Nous avons atterri avec 40 kilos. Je pense que si vous faites ça avec un jet ici, vous ne serez pas très bien vu. Nous, de notre côté, ce n'était pas de la planification, c'est simplement que les vents nous ont poussés à cette vitesse-là, qu'on ne pouvait pas aller plus vite, et que si les vents avaient été plus lents sur l'Atlantique, nous aurions améri plutôt que de réussir notre tour du monde. À partir de là, ce qui était pour moi, au début, simplement un rêve d'enfance, est devenu non pas l'aboutissement d'un rêve, mais le départ d'un rêve différent. Quand j'ai réalisé, quand j'ai vraiment pris conscience de ce que c'est que la dépendance aux énergies fossiles, quand j'ai réalisé que pendant 20 jours avec Brian, nous avions l'angoisse de tomber en panne de gaz avant la fin du tour, qu'à chaque moment, on se disait les vents ralentissent, on n'arrivera peut-être pas, notre ballon consomme trop, on n'y arrivera peut-être pas, bien, j'ai commencé à rêver d'une autre manière de voler. J'ai commencé à rêver d'une manière où on pourrait voler de manière totalement perpétuelle, sans aucun carburant. On aurait la liberté de ne pas avoir de jauge à essence, mais de se dire qu'on part, qu'on peut faire un tour du monde en étant limité par rien du tout au niveau énergétique. Alors d'autres contraintes, bien sûr. À ce moment-là, je ne savais pas très bien quelle forme aurait cet avion. Est-ce que ce serait peut-être même un dirigeable solaire? C'était un rêve. Je crois que le projet est devenu plus concret au moment où la capsule de mon ballon a été amenée au Musée de l'air et de l'espace de Washington
à côté de la capsule d'Apollo 11, de l'avion des frères Wright, de Chuck Yeager, de Charles Lindbergh, et que je me suis dit que finalement, quand on parle d'exploration, quand on parle d'esprit de pionnier, il y a souvent un grand malentendu. On croit que l'esprit de pionnier, on croit que l'exploration, c'est quand on a une nouvelle idée. Et on se dit, mais comment ça se fait que tous ces gens aient eu l'idée de passer le mur du son, d'aller sur la Lune, de monter à l'Everest, d'aller au pôle Nord, au pôle Sud, de la fosse des Mariannes? Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Une nouvelle idée, ce n'est pas important. Si tous ici, ensemble, nous fermons les yeux pendant 1 ou 2 minutes, nous allons tous revenir avec des dizaines, voire des centaines de nouvelles idées. Ça, ce n'est pas de l'innovation. Ça ne suffit pas. Ce qui est important, c'est de réaliser que l'innovation, ce n'est pas une nouvelle idée de plus, c'est au contraire une ancienne certitude de moins. Et finalement, c'est pour ça que le XXe siècle a été tellement fabuleux. On croit que c'est la technologie qui a permis d'aller monter à l'Everest, de voler avec des avions. On croit que c'est ces nouvelles idées techniques. Mais ce n'est pas simplement ça. Parce que si vous réalisez, monter à l'Everest, voler dans les airs et atterrir sur la Lune, c'est des rêves millénaires de l'humanité. Ce n'est pas une nouvelle idée du XXe siècle. Pendant des milliers d'années, l'homme, l'être humain, a voulu voler. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Alors tout le monde répond parce qu'on n'avait pas la technologie. Mais ce n'est pas vrai. Les premiers avions étaient construits avec du bois et de la toile. Ce qui veut dire que les Babyloniens, les Assyriens, les Égyptiens auraient pu voler il y a 5000 ans. Si seulement ils n'avaient pas eu leur croyance mythologique qui disait que seuls les dieux pouvaient voler, que seuls les dieux vivaient au sommet des montagnes. Et l'être humain, pendant des milliers d'années, a regardé les montagnes, a regardé le ciel, en pensant que c'était un domaine interdit. Jusqu'au moment où toutes ces croyances ont été passées par-dessus bord, que les premiers avions ont existé, et en 66 ans, il y a eu le premier vol des frères Wright, le pôle Nord, le pôle Sud, l'Everest, la fosse des Mariannes et l'atterrissage sur la Lune. C'est au moment où l'être humain a cru qu'il pouvait le faire qu'il l'a fait. Et alors évidemment, il a fallu de la technologie derrière pour assurer, mais ce n'est pas grâce à la technologie qu'ils ont réussi, c'est grâce au fait qu'ils ont abandonné des vieilles certitudes. Alors à partir de là, comment est-ce qu'on peut continuer cet esprit de pionnier et comment est-ce que cet avion solaire peut s'inscrire dans cette histoire de l'exploration, de la remise en question et de l'innovation? En fait, un avion qui vole sans carburant, c'est forcément aujourd'hui moins efficace que les machines avec lesquelles vous volez, mais c'est un autre symbole. Finalement, pendant des dizaines d'années, la protection de l'environnement a été ennuyeuse et coûteuse. Et ça a découragé énormément de gens de se dire que la seule manière de protéger l'environnement, c'était de réduire la mobilité, c'était de réduire l'industrie, de réduire le confort, de réduire la consommation. Il y a 5% de la population qui accepte ça. 95% n'acceptera jamais. Par conséquent, ce qui est fascinant, c'est de réaliser qu'il y a peut-être d'autres manières d'utiliser la technologie pour avoir des technologies propres, pour avoir des énergies renouvelables qui permettraient de faire des choses a priori incroyables. Et Solar Impulse, c'est ça. Solar Impulse, c'est un laboratoire technologique volant qui permet de voler sans aucun carburant jour et nuit et qui en même temps a comme ambition de montrer à quel point, quand on croit dans le potentiel de l'être humain, on arrive à accomplir des choses impossibles. Donc finalement, c'est un projet de pionnier qui a comme but d'encourager les autres gens qui voient cet avion à devenir aussi des pionniers dans leur vie de tous les jours. Alors ça, c'est forcément quelque chose qu'on peut dire à condition de le prouver. Donc avec André, nous avions beaucoup de scrupules au début à parler d'accomplir l'impossible et d'avoir un avion en construction. André vous expliquera comment, avec son équipe technique, il a réussi à construire cet avion. Mais se dire que jusqu'au moment où on aura volé jour et nuit sans carburant, toute cette métaphore sur l'esprit de pionnier, sur le changement d'altitude, sur le lâchage des certitudes par-dessus bord, finalement, n'avait pas vraiment de fondement. Donc il fallait voler. Le rêve, c'était la crédibilisation de ce message. C'était un vol de plus de 24 heures. C'est André qui l'a fait, comme vous l'avez vu dans le film en 2010. Donc un avion qui peut partir le matin, assez tôt, et qui, pendant toute la journée, a suffisamment d'énergie solaire qui arrive sur ses cellules pour pouvoir simultanément faire tourner 4 moteurs électriques et charger des batteries. Pour que, arrivé à 9000 mètres d'altitude, avec les batteries pleines, cet avion puisse ensuite passer toute la nuit
et atteindre le lever de soleil du lendemain matin. Alors c'est clair que si l'avion, André va vous l'expliquer, si cet avion est trop lourd, si le pilote vole de manière instable, si les technologies ne sont pas optimisées sur le plan énergétique, eh bien l'avion va atterrir ou s'écraser au milieu de la nuit avec des batteries vides. Mais dans notre monde d'aujourd'hui, si nous ne sommes pas capables d'avoir des technologies propres, des énergies renouvelables, si nous ne sommes pas capables de jeter par-dessus bord une grande partie de nos certitudes qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'innover, qui nous empêchent de protéger l'environnement, eh bien nous ne transmettrons jamais la planète à la génération suivante. Donc finalement, c'est ce message-là que nous voulons transmettre. Et je crois que c'est aussi ça qui porte notre équipe. C'est-à-dire que quand on a une équipe qui travaille sur une dizaine d'années, ce n'est pas simplement la réalisation du but qui les intéresse, c'est de savoir à quoi ça sert. C'est de savoir qu'un avion comme ça peut être un exemple qui va entraîner le maximum de gens possible à essayer eux aussi, chacun à son niveau, de passer ses limites, d'aller voir plus loin, de développer, d'inventer, d'explorer et finalement d'évoluer, parce que c'est ça le sens de l'être humain. Alors cet avion est porteur de ce message-là. Maintenant, c'est vrai que pour porter quoi que ce soit, il faut qu'il existe. Et pour ça, il faut une équipe technique. C'est André qui l'a dirigé. Il va vous expliquer comment il s'y est pris. C'est à droite. C'est la même. Voilà. Celle-là. Bonsoir à tous. Qu'est-ce qui est de si particulier à cet avion-là? Ça fonctionne? Non, tu n'as pas mis ton micro. Pourtant, il est on, mais... 1, 2, 3, c'est mieux? Bon, super, merci. Qu'est-ce qui est de si particulier à cet avion? Ce qui est vraiment particulier, finalement, c'est que c'est le premier, c'est le seul avion au monde qui a une endurance infinie. On a vu qu'on peut voler jour et nuit, on peut voler une semaine, théoriquement, on peut pratiquement voler 1 mois. Et pourquoi est-ce qu'on arrive à faire ça? En fait, 2 raisons fondamentales. La première, c'est qu'on collecte l'énergie directement sur l'avion. Pas besoin d'embarquer quoi que ce soit comme pétrole à bord. Et la deuxième, c'est qu'on a rendu cet avion extraordinairement efficient au point de vue de sa consommation énergétique. Donc on s'est vraiment forcé à réduire sa consommation en énergie de telle sorte qu'on soit capable de voler pendant la nuit avec l'énergie qu'on collecte pendant la journée. Alors quand on parle d'efficacité, d'efficience énergétique, on parle bien entendu aussi d'efficacité aérodynamique. Et c'est ça qui explique pourquoi cet avion, finalement, a cette envergure, le premier de 64 mètres et le deuxième qui va être présenté d'ici 2 semaines de 72 mètres. Alors, vous le savez certainement mieux que moi, on a plus de portance, moins de traînée, on a plus d'avantages, moins de pertes, donc on a vraiment une meilleure efficacité. Mais c'est vrai que le deuxième avantage aussi, c'est que ça permet d'intégrer des cellules solaires. On a une surface relativement large à disposition, et en l'occurrence ici, à peu près 200 mètres carrés, c'est la taille d'un court de tennis. Et si on calcule la quantité d'énergie qu'on collecte pendant 12 heures, pendant une journée entière, et qu'on prend la moyenne sur 24 heures, puisqu'on vole jour et nuit, la puissance qu'on a dans ce premier avion, c'est la puissance d'un scooter, en fait d'une petite moto. Alors c'est construire un avion de la taille pratiquement d'un 747 ou d'un Airbus A340, mais dont la puissance n'excède pas celle d'un scooter. Et si on connaît un peu d'aérodynamique, un peu de physique, on peut calculer en fait quelle est la masse maximale qu'on peut emporter dans cet avion-là. Et cette masse ne pouvait pas dépasser le poids d'une voiture, une voiture relativement petite. Et ça, c'était notre point de départ il y a 10 ans. Puis la première réaction qu'on a eue avec Bertrand, bien entendu, à l'époque, était de contacter les fabricants d'avions, les fabricants de planeurs, ceux qui sont vraiment spécialisés dans le super léger, puis de leur dire, voilà ce qu'on veut faire, qu'est-ce que vous nous proposez? Et ce qui était intéressant, c'est que très rapidement, ils sont revenus vers nous et ils nous ont dit que notre projet était impossible. Donc on s'est tout de suite décidé à développer notre propre équipe,
On savait qu'il devait y avoir une solution. Et ce qui est intéressant quand vous démarrez finalement un projet de ce type-là, hein, quand vous démarrez quelque chose qui est complètement nouveau, c'est l'état d'esprit que vous avez. Et une chose qu'on a appris, toi tu l'as mentionné déjà dans le vol du Breitling orbitaire, mais une chose je pense qu'on a vraiment appris, c'est que très souvent on est en face de difficultés, mais derrière ces difficultés se cachent aussi des opportunités. Mais encore faut-il pouvoir les reconnaître. Et à l'époque, donc il y a 10 ans, ni Bertrand ni moi n'avions une expérience dans le domaine aéronautique. Bertrand est psychiatre, moi je suis entrepreneur, ingénieur de formation, mais jamais travaillé dans une industrie proche de celle de l'aéronautique. Alors en fait, bien entendu, une grande difficulté pour nous, mais aussi un avantage extraordinaire. L'avantage de pouvoir penser librement, de ne pas être attaché finalement aux expériences qu'on a faites dans le passé, accepter n'importe quelle solution, n'importe quelle idée, n'importe quelle technologie, n'importe quelle manière de faire. Et un bon exemple, finalement, c'est la société qu'on a utilisée pour construire les grandes pièces en carbone. C'est vraiment un avion dont l'ossature, le squelette est fait de pièces de carbone. Et la société finalement qui a fabriqué ces pièces, c'est une société qui est spécialisée dans la construction des bateaux. Jamais fait quoi que ce soit dans le domaine aéronautique. Connaissait très bien certainement le carbone, connaissait certainement très bien ces techniques, mais finalement peut-être que leur avantage, eux aussi, c'est qu'eux ne savaient pas que ce projet était impossible. Et ensemble, on est arrivé à développer une structure donc, qui nous permettait d'atteindre notre budget de masse. Alors, on a monté une équipe d'ingénieurs. Aujourd'hui, Solar Impulse, c'est à peu près une centaine de personnes. Il y a 5 ans, c'est vraiment dans le domaine de la technologie. Ensuite, 25 à 30%, c'est les opérations, c'est notre centre de contrôle, c'est les opérations au sol qui sont dirigées par Niels. Et puis, une partie, c'est toute la communication qui va autour de ce projet-là. Et cette équipe, en fait, avait comme mission de concevoir, réfléchir la manière dont on pouvait développer cet avion en respectant donc cette enveloppe, la taille d'un 747, mais le poids d'une voiture avec une puissance de scooter à disposition. Alors, on avait besoin de technologie. Elles sont venues de partenaires, et puis j'aime bien toujours présenter cette liste. Malheureusement, je pense que c'est très difficile à lire, mais ce n'est pas trop important. Mais finalement, ça représente 80 sociétés dans des domaines complètement différents. Et une seule de ces sociétés vient du domaine aéronautique, c'est Dassault Aviation, qui nous avait rejoint dès le départ et qui était un peu notre ancrage, je dirais, si je peux m'exprimer comme ça, dans le monde de l'aviation. C'est eux qui nous ont ramené peut-être chaque fois à un certain nombre de réalités qu'on ne peut bien entendu pas oublier. Mais les 79 autres sociétés viennent de domaines complètement différents, de la chimie, de l'électronique, de la mécanique, mais toutes ayant des technologies et peut-être aussi une passion de l'innovation nous permettant d'atteindre notre objectif. Donc après un certain nombre d'années, c'était déjà 2009, on s'est retrouvé avec le premier prototype, cet avion sur la piste, c'était encore à Dübendorf, près de Zurich, prêt au vol. Et bien sûr, avec un grand point d'interrogation, de quelle manière allait voler cet avion? Est-ce qu'on serait capable de le contrôler? Comment il allait se comporter si l'on rencontrait des turbulences? Qu'est-ce qu'on avait comme stabilité? Et on n'avait pas de référence. Il n'y a pas d'avion de ce type-là, finalement, de cette grandeur, de cette masse, qui ait jamais volé. On est complètement en dehors, je dirais, de toutes les enveloppes qu'on a étudiées, qu'on a testées dans les 100 premières années. Alors, bien entendu, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis sur pied un simulateur de vol et qu'on était tous très curieux d'essayer. Alors, voler, finalement, comme tous les simulateurs, voler en altitude n'était pas trop difficile, mais ce qui était vraiment dur, c'était d'atterrir cet avion-là. On se retrouvait toujours à droite de la piste ou à gauche de la piste, mais jamais où il fallait. C'est un avion qui nécessitait un pilotage complètement différent. Et d'une certaine manière, plus on avait d'expérience, plus c'était difficile. C'est un avion qui réagit très lentement.
Et il faut beaucoup de patience. On applique une correction, et puis il faut attendre un certain temps jusqu'à se rendre compte finalement quel est l'effet de cette correction-là. Et bien sûr, comme pilote, vous voulez dominer la machine, vous voulez la contrôler, vous voulez être sûr qu'elle fasse ce que vous voulez faire, et donc vous mettez simplement cet avion en oscillation. Et au moment où on a compris finalement la manière dont il fallait piloter cet appareil, on était prêt pour le premier vol. Et j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle montre un petit peu la manière dont on a progressé dans ce projet. Hein, c'est l'altitude maximum qu'on a atteint pendant le premier vol. Mais intentionnellement. Hein, donc on avait prévu de faire un vol simplement sur la piste, à peu près d'1 kilomètre de long, d'une durée d'environ 30 secondes, dépassant peut-être pas un demi-mètre ou un mètre de hauteur, mais je dirais suffisamment pour qu'on puisse mesurer le comportement de cet avion bourré de capteurs. Mais je peux vous dire, après avoir travaillé 7 ans sur un projet comme ça, on était tous dans un niveau d'émotion extraordinaire. En tout cas, moi, je pense que ça a été le moment le plus particulier de ce projet, le plus fort, parce que bien sûr, un échec était potentiellement, ou un échec, un crash ou un problème fondamental de stabilité et de contrôlabilité était l'abandon de l'avion, et puis le succès, la continuation. Mais ça a bien marché, et ça nous a permis, 3 mois après, de faire le vol de nuit, dont Bertrand a parlé tout à l'heure. Et ce qui est vraiment étonnant, on me demande souvent comment c'est de voler finalement cet avion-là. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que vous pouvez décoller avec des batteries vides, vous pouvez voler toute la journée, monter jusqu'à 9000 mètres et en même temps remplir vos batteries. Et puis le soir, vous avez le choix, ou bien d'atterrir, et puis finalement de prendre cette énergie, puis de la mettre sur le réseau, puis de l'utiliser pour la maison, pour la voiture, ou bien, comme on l'avait fait, de pouvoir voler toute la nuit pour la journée suivante, recommencer le même cycle. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est extraordinaire. Vous volez des avions qui sont des avions rapides. J'en ai volé aussi beaucoup dans le passé, mais c'est vrai qu'on a toujours besoin d'avoir un œil rivé sur la jauge de carburant. Et là, on est dans une situation totalement différente. Alors, l'avion volant tellement bien qu'on a décidé finalement de faire beaucoup plus qu'on avait prévu au départ. On a accepté l'invitation du Parlement de Bruxelles et de la Commission de le présenter lors du premier vol. On était invité comme special guest, comme hôte spécial du Salon du Bourget. L'année suivante, nous avons été invités par le roi du Maroc pour traverser le détroit de Gibraltar. C'était le premier vol intercontinental. Et l'année passée, en fait, finalement, grâce à un problème technique dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, nous avons fait ce vol San Francisco à New York. Mais pour faire le tour du monde, il fallait construire un deuxième avion. Ça, c'est vraiment un avion de test. C'est un avion qui était conçu pour simplement démontrer que ces technologies fonctionnent. Mais il fallait avoir un avion qui soit capable de voler plusieurs jours, plusieurs nuits, capable de voyager, hein, donnant l'ergonomie aux pilotes pour pouvoir vivre finalement dans cet espace plusieurs jours et plusieurs nuits. Donc ce vol est prévu en fait pour 2015, pour l'année prochaine. L'avion est aujourd'hui pratiquement terminé, ça présenté aux médias. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui quand on regarde finalement le résultat, c'est qu'on a un avion qui est complètement durable au point de vue énergie, mais on a besoin de rendre le pilote durable si on veut être capable de voler 3, 4, 5 jours, 5 nuits et traverser les océans. Hein, c'est ce que va en fait durer ce tour du monde qui va se faire par étapes. Alors voler sur Terre, bien entendu, n'est pas une grande difficulté parce qu'on peut toujours atterrir. Voler par-dessus les océans va nécessiter finalement cette autonomie, beaucoup plus au niveau humain maintenant qu'au niveau de la machine. Alors Bertrand et moi avons passé un certain nombre d'heures dans le simulateur, hein, chacun 72 heures, sans sortir, simplement pour voir de quelle manière on vit finalement dans cet environnement-là, de quelle manière on peut se reposer. On a choisi des périodes de repos qui sont très courtes, de 20 minutes. On pense que c'est le maximum que l'environnement, que l'espace, que
la législation nous permette d'effectuer. Et c'est important de voir finalement de quelle manière on sent la fatigue venir, de quelle manière on réagit par rapport à cette fatigue et de quelle manière on maintient sa capacité de concentration lors de ces vols de longue durée. Donc c'est apprendre aussi bien sûr à manger, à faire ses besoins, à faire des exercices, éviter les thromboses, etc. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on découvre dans ce type de vol, c'est que pour rester dans un environnement de ce type-là, donc très petit, plusieurs jours, plusieurs nuits, nécessite le bon état d'esprit. Si on calcule le nombre d'heures qui restent en fait à voler dans cet avion-là, 60, 50, 40, 30, je vous garantis que c'est un cauchemar. Hein, donc on apprend finalement à voler le moment présent et vraiment à fonctionner au moment où l'on vit et où l'on vit la mission. Et j'aimerais vous donner un petit exemple. Quand on a fait le vol entre San Francisco et New York, on a alterné en fait les vols avec Bertrand. Et moi, j'ai fait le dernier vol de Washington à l'aéroport de Kennedy. Décoller le matin finalement très tôt, vers 5 heures, avec l'objectif de poser le soir vers 23, 24 heures ou même 1 heure du matin. À midi, j'avais rendez-vous avec un hélicoptère pour prendre des photos. J'étais déjà sur l'Atlantique en train de remonter de Washington à New York. Et l'hélicoptère s'est approché de l'avion et m'a tout de suite informé que j'avais une déchirure de la couverture inférieure d'un côté de l'aile. Hein, qu'une partie finalement de cette couverture commençait à se décoller. Alors bon, ça crée un certain nombre bien entendu, de questions et d'inquiétudes chez moi, mais aussi au centre de contrôle. L'hélicoptère a fait des photos, les a envoyées au sol, qui ont été revues par les ingénieurs. Et la première réaction des ingénieurs que j'ai eue au travers du centre de contrôle par satellite, c'est que les ingénieurs étaient étonnés que l'aile ne se soit pas encore désintégrée. Donc, vous imaginez que c'était réconfortant. Mais toute la journée, on a un contact très étroit avec l'extérieur au travers d'interviews. Et j'expliquais finalement le matin, au travers des interviews qu'on avait eues et que j'avais eues avec la télévision ou les télévisions américaines, les radios américaines, que dans cet avion, ce qui est extraordinaire, c'est justement d'être capable de vivre le moment présent. Puis je me suis dit, bon, tu dis ça tout le temps, tu as répété ça tout le matin, mais essaye de vraiment le réaliser en ce moment. Et je me suis imaginé finalement quels étaient les scénarios auxquels je pouvais devoir faire face. Et puis, c'est vrai que le scénario le plus difficile était une désintégration de l'avion, le besoin de sauter en parachute dans l'océan Atlantique. Je savais que la température de l'eau faisait 13 degrés, donc elle n'était pas très accueillante. Mais je me suis finalement dit, de quelle manière vas-tu faire ça? Je me suis remémoré finalement chaque geste, enlever le canopy, vraiment sortir de l'avion, la position à avoir dans la chute libre, comment ouvrir ce parachute, comment arriver dans l'eau, comment me séparer du parachute dans l'eau, etc. Puis en fait, je me suis dit, mais en fait, tout ça, tu sais faire. Tu es bien entraîné. Si ça se passe, ça va très bien se passer. Et si ça se passe, profites-en. Parce que tu n'auras pas l'occasion de vivre, en fait, et de sauter tous les jours dans un avion qui est en perdition. Et le fait de considérer finalement cette option la plus délicate, la plus difficile, ça m'a énormément tranquillisé. Hein, et j'ai eu encore 9 heures à voler jusqu'à l'atterrissage à New York, qui finalement s'est bien passé, mais j'ai pu les faire finalement avec énormément de sérénité. Et dans ce projet, c'est vrai que vivre le moment présent, c'est quelque chose qui est important dans le vol, mais je pense que c'est aussi important dans ce que l'on fait. On a commencé il y a 10 ans, on prévoit le tour du monde dans 12 mois. D'une certaine manière, c'est presque une inquiétude d'arriver, je ne veux pas dire si rapidement au bout, mais c'est important pour nous de profiter finalement de chaque instant, qu'il soit facile ou qu'il soit difficile. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que l'on devrait se souvenir finalement tout le temps de notre activité professionnelle ou de nos activités et de notre vie familiale.
Donc pour nous, encore 12 mois de préparation, je peux vous garantir que c'est extraordinairement intense. C'est négocier avec chaque pays les autorisations. C'est d'obtenir encore le financement. Des projets comme ça nécessitent toujours des moyens supplémentaires. On veut faire plus aussi. Et c'est vraiment une activité qui nécessite beaucoup de temps. C'est préparer les équipes. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir deux élèves de l'école de l'air avec nous l'année passée aux États-Unis. On espère que ça puisse se poursuivre. En fait, je pense qu'elle va se poursuivre ce printemps. J'espère que ça peut se poursuivre l'année prochaine. Mais c'est aussi, je pense, une camaraderie qu'on essaie de développer qui est très forte. On l'a vécu aujourd'hui avec la patrouille de France. Je pense que quand on est passionné d'aviation, c'est vrai qu'on partage quelque chose qui est extraordinairement unique et ça transcende finalement la question des langues et la question des nationalités. Donc c'est à quoi on s'attelle maintenant, mais c'est vrai que les prochains 12 mois, on va peut-être écrire en fait la suite de notre histoire. Mais pour l'instant, ce que j'aimerais faire, c'est vous présenter encore un clip qui vous donne, je pense, un bon aperçu de l'état d'esprit qu'on a, de la manière dont fonctionne ce projet, la manière dont se développent les missions, et je crois qu'on aura encore une intervention tout à l'heure. Merci beaucoup. If we can fly an airplane entirely solar powered, I think that's never been done before. It's complete freedom. Theoretically, the plane can fly forever. The idea that it crosses the country is amazing enough, but I think all the technologies we have on board of this airplane can be used on the ground. Solar Impulse is really great because it's the beginning of a revolution. 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 It's amazing to actually see it in person. I think it's such a big, large, lightweight structure that you can really see all the engineering that went into making that all work. If you have a message you want to get out, you need to have a weapon, you know, like this aeroplane, to get the message out of the need to try to power our world on clean energy. It's a good chance for the next generation. It's the beginning of a revolution. We think Solar Impulse is awesome. if we can fly an airplane across America and then fly it around the world entirely solar powered, I think that's going to speak volumes to members of Congress and to people in the White House. We are both here with André for this Across American mission. We'll fly one after the other because there's only one seat. It's complete freedom because we have no fuel on board, so theoretically the plane can fly forever. And all the technologies we have on board of this airplane can be used on the ground. They are all available, and if we use them now intensively, we can reduce our energy consumption certainly by half. Solar Impulse is clear to proceed. Thank you very much, everybody. Congratulations, Bertrand. Very nice landing. Good morning, Arizona!
They are truly the Lindberghs of tomorrow. Thank you. Thank you so much for sparking the world's imagination. Thank you. Please welcome Andre Borschberg and Bertrand Piccard. Today you're going to graduate, and I would like you to remember one thing. Every difficulty is a potential opportunity. And I wish that in your life you will have the consciousness to see all these opportunities. Good luck. If you want to be really successful, and more than that, if you want to be really useful for others, you will need to go beyond knowledge. You will need to go into exploration, innovation, and pioneering spirit. Today, we can invent the future. This is your task. You will be the actors of this invention, and if you do it correctly, if you are all pioneers and explorers, the future will be a success. Good luck to all. I mean, I have to ask that stupid questions. Why do we fly with these high winds if we barely can make it even with the very advanced and sophisticated tactics? If we have something like 5 knots more, we are in trouble. The other thing is there will be quite a lot of turbulence. For me, that looks not like a good day to fly, to be honest. Personally, I feel confident. I was not 3 or 4 hours ago, but I did a lot of studies, I did a lot of calculation, and I really have the impression that based on what we experience, what I see, and the feedback I get from the weather guys, that's something which can be done in a safe way. Phoenix Tower from Experimental Solar Impulse will be ready for departure on runway 08. The flight seems to go very well. Now the landing will have to be really cautious. There's strong winds on the ground, so everything will have to be really calculated precisely. I tell you, there will be a lot of suspense for the landing. We should also have a calculation for the alternate. Yeah. More people today on the runway because Andre, expecting some wind for the landing, said I want people. Unable to issue landing clearance. I know it's difficult for Andre right now, but he's managing absolutely perfectly, but it's really not easy. This was a flight, I tell you. Oh, you saw the drift? Goodness. 18 knots in drifting? I'm sorry. Behind the Far West. Behind the Far West. You saw the drift? Now there's something far more important in my view that Bertrand and Andre and Solar Impulse are doing as we speak. They're leaving the legacy of showing us how to follow in their footsteps, to take something that we view as impossible and turn it into a reality. Okay, I have reduced to 7.3. Circuit breakers in.
very, very good, nice approach, very, very good final, short final, just 1 meter above the ground. And he will touch down, and he just did touch down. Yes, he's on the ground. Wonderful landing, super. Well done. Well done, Bertrand. Good morning, St. Louis! Bon matin! As the mayor of the great city of Cincinnati, how proud I am that we're able to welcome you here today. Some of the people who were chosen to come over here. This engineering marvel touches on 4 really critical areas for the Department of Energy. These are examples of the technologies that will make 10 years from now look just as different as it does when we look back 10 years and see the enormous changes that we've had. The enthusiasm that we have received everywhere. Everybody has realized what a groundbreaking and forward-looking project this is, and what impact it has for quite frankly, for mankind. Lift off, André, for the last leg. Have a good flight. We're all with you. André, just to let you know, we got a lot more pictures now and we are studying them. I just had Ruby on the phone. He looked at the pictures and he said he was surprised that the ribs are actually still there. He says if the cover is ripping a little bit more aft, he's quite confident the ribs will go, which means you will probably lose the solar panel on top and then things will get nasty. We have a nice water area which is inland. And over this water area there is no cumulus. That's exactly what I'm aiming for currently. The moment to see the final. So you see André is now in the axis of the runway. The headwind will help. J'aurais demandé à Niels Rieser de venir près de moi. Niels est responsable de toutes les opérations au sol de Solar Impulse et je peux vous dire qu'elles sont complexes, compliquées et complexes parce que c'est un avion expérimental qui nécessite du monde au décollage, à l'atterrissage. Ça nécessite aussi beaucoup d'autres supports, mais je te laisse peut-être prendre la suite. Merci. Bonsoir à tous. Fonctionne, oui.
Voilà, donc je suis le responsable de l'équipe au sol de Solar Impulse et pendant la mission Cross America cette année, on a eu l'occasion d'avoir deux sous-lieutenants qui sont lieutenants maintenant faire leur stage de fin d'études au sein de la Grande Crew. Et je pense que le lieutenant... Pardon, j'ai un trou, c'est le track, désolé. Goran Chatelu veut nous raconter un peu son expérience. Merci Goran. Mon général, mesdames, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs les officiers, mesdames, messieurs. Donc je suis le lieutenant Goran Chatelu, de la promotion 2010 de l'école de l'air, promotion générale de Marmier. Et dans le cadre de mon stage de fin d'études, j'ai eu l'opportunité de participer avec le lieutenant Ginest, qui est absent ce soir, à la mission Across America au sein de l'équipe Solar Impulse. Le but de ma brève intervention est simplement de vous faire part de mon ressenti durant cette expérience. Durant 4 mois, nous avons travaillé avec l'équipe sol du projet, nommée la Grande Crew, dirigée par Niels, mon tuteur de stage. Donc, en plus de la rédaction de notre mémoire sur ce magnifique avion, notre rôle était de participer à la mise en œuvre de l'avion durant les phases de roulage, de décollage et d'atterrissage. Pour recadrer un petit peu par rapport à la vidéo, c'était les personnes avec les gilets jaunes. J'ai ainsi pu voir décoller et atterrir cet avion avec une place privilégiée, puisque nous étions directement présents sur la piste. Pour vous donner une idée de ce que l'on peut ressentir dans ces moments-là, je vais prendre un exemple qui parlera sans doute aux EA, un peu moins aux autres, mais je pense que vous comprendrez quand même. Je pense que vous vous rappelez tous la première fois que vous êtes retrouvés sur la piste de salon, un soir de septembre, durant votre intégration. Eh bien, durant cette mission, je me suis retrouvé sur les pistes des plus grands aéroports internationaux, comme JFK, à voir décoller et atterrir un avion silencieux, aux caractéristiques impressionnantes, n'utilisant que le soleil comme source d'énergie. Néanmoins, pour faire voler un tel avion, vous imaginez bien que ce n'est pas simple tous les jours. Malgré la préparation de la mission, les nombreuses procédures établies, le professionnalisme de l'équipe, Solar Impulse a dû faire face à de nombreux imprévus pour venir à terme de cette traversée. L'épisode le plus marquant pour moi, et je pense une bonne partie de l'équipe, reste certainement le trou dans l'aile constaté par le pilote durant le vol entre Washington et New York, où l'on ne savait pas si l'avion réussirait à se poser en toute sécurité. Et par la même occasion, le pilote de rester en vie, peut-être. Finalement, tout s'est bien terminé et la mission Across America fut un succès. Durant ces 4 mois, l'équipe et moi-même sommes passés par différents stades émotionnels, ce qui, à mon sens, rend cette expérience d'autant plus unique et enrichissante humainement. Je pense également que d'un point de vue professionnel, ce stage ne peut que m'être bénéfique. Même si je n'ai encore participé à aucune mission, détachement ou autre, du fait que je suis encore en formation, je me plais à penser que cette expérience m'a permis de toucher du doigt le côté opérationnel. J'ai pu être confronté à des réalités qui, dans quelques semaines maintenant, pourront sûrement m'être utiles. Savoir s'intégrer dans une équipe, apprendre à travailler et vivre avec des personnes venant d'horizons différents. J'ai également été témoin des difficultés que peut rencontrer un chef d'équipe au travers de mon tuteur Niels, mais également au travers d'André et Bertrand, et des responsabilités que cela implique. C'est pourquoi j'aimerais remercier l'école de l'air, et plus particulièrement le lieutenant-colonel de Saint-Exupéry, ainsi que l'ensemble de l'équipe Solar Impulse, de nous avoir donné l'opportunité au lieutenant Ginest et moi-même de participer à cet incroyable projet. Enfin, si j'avais un conseil à donner aux élèves, profitez des opportunités offertes par l'école, et si vous avez la chance de participer à des projets d'avenir comme Solar Impulse, ne passez pas à côté. Passer la phase un petit peu protocolaire des conférences, où il y a un conférencier qui parle et un auditoire qui écoute, je crois qu'on va passer maintenant au moment plus interactif, moins formel. Et je crois qu'il y a des micros qui vont se promener dans la salle. Voilà, magnifique. Et sentez-vous libre de poser les questions que vous voulez, de faire les remarques que vous voulez, de nous contredire si vous n'êtes pas d'accord. Je crois que ça doit être
un débat d'idées beaucoup plus que simplement des questions-réponses. Alors, lâchez-vous un petit peu. Nils, tu prends ce micro, puis tu vas parce qu'il y a pas mal de gens. Si on est avec un seul micro, c'est long. Voilà. Oui. En duo, promotion 2013 de l'École de l'Air. Mes respects, messieurs. J'aimerais savoir, vous décollez souvent de nuit. Quelle énergie vous utilisez au décollage? Comment vous rechargez les batteries avant? C'est énergie récupérée de vol précédent ou vous les chargez par une autre énergie que l'énergie solaire? C'est vrai qu'on décolle et on atterrit souvent de nuit pour deux raisons. En fait, ici, pour des questions de trafic. Moi, quand j'ai posé à Kennedy, c'était 23 heures. Nous avons bloqué l'aéroport dans sa totalité pendant 20 minutes. Donc, les 4 pistes étaient fermées au trafic et même le trafic au sol ne se faisait plus pour des questions de sécurité. Donc, on a pu le faire parce que c'est vrai qu'on opérait très tôt le matin et puis tard le soir. Mais la deuxième raison, bien entendu, c'est d'éviter tout ce qui est vent important, vent fort, thermique, turbulence. Et donc, on en a très peu avant le lever du soleil. On en a aussi très peu quand on pose relativement tard. Et puis, le reste du vol se fait à haute altitude puisqu'on monte à peu près au niveau 280 chaque jour. D'une part pour stocker de l'énergie en altitude, mais d'autre part aussi pour s'éloigner finalement de tous ces mouvements d'atmosphère qu'on a pendant les journées d'été. Alors, le matin, on repart très souvent avec l'énergie qu'on avait à l'atterrissage. Si on pose à minuit, la batterie est encore complètement pleine. Si on pose à 4 heures du matin et qu'on a besoin de batterie pleine le lendemain, on va mettre l'avion au soleil une demi-journée, simplement, et puis en quelques heures, finalement, on recharge la totalité des batteries. Mais il n'y a que de l'énergie solaire dedans. Bonsoir. Il nous manque quelques ordres de grandeur. On ne peut pas parler d'avion sans parler de badin, sans parler de vitesse verticale, sans parler de VNE. Quels sont les paramètres de votre domaine de vol? Alors, honnêtement, ce n'est pas pour rien qu'on n'en a pas parlé devant des pilotes de chasse. C'est très modeste. Vitesse de décrochage 19 nœuds, vitesse optimale pour l'énergie 25 nœuds, quand on est vraiment pressé 30 nœuds, avec une VNE à 35. Alors on se rattrape un peu sur le deuxième avion dont André vous a parlé. Là on aura une VNE à 49 nœuds, donc pour nous c'est complètement décoiffant. On double notre taux de montée, on passe de 150 pieds minutes à 300 pieds minutes. Vous vous rendez compte? Absolument incroyable, là, il faudra s'accrocher. Par contre, le taux de chute, là, il n'y a personne qui peut rivaliser. On est à 28 cm/s, 2 fois mieux que le meilleur planeur de compétition qui existe actuellement. Une structure qui est 10 fois plus légère proportionnellement que n'importe quel planeur et une autonomie perpétuelle. Donc, c'est vrai qu'on doit choisir entre la vitesse et la durée. Si on vole 2 fois plus vite, on a besoin de 8 fois plus d'énergie, on ne peut pas passer la nuit en vol. Donc en ralentissant l'avion, on augmente la durée et on arrive au vol infini, au vol perpétuel. Donc c'est vraiment le choix que nous avons fait. Suivant Grimaldi, promotion colonel WAP. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Voilà, je voulais savoir en combien de temps, est-ce que vous aviez un délai pour faire votre traversée de l'Amérique? Et ensuite, est-ce que vous avez un délai pour votre tour du monde? Merci. Alors, la traversée des États-Unis était pas, où l'objectif n'était pas vraiment de faire une première et de faire un vol non-stop, parce que le premier avion n'a pas d'autopilote, n'a pas de facilité pour vraiment pouvoir prolonger le vol au-delà de 24 heures. Donc, pour des questions de sécurité, on avait décidé de faire des étapes, et à chaque endroit finalement où on posait, c'est vrai que nous avons beaucoup de demandes de faire des événements, de rencontrer le monde politique, visiter les universités. Donc on l'a fait à peu près en 2 mois, donc dans les mois de mai et juin. Alors pour le tour du monde, la réflexion elle se fait beaucoup par rapport au climat, par rapport aux saisons, par rapport aux météos que l'on a dans les différentes parties du monde. Donc on va partir très tôt, on va partir en début mars de l'année prochaine.
On est en ce moment en train de faire ce qu'on appelle nous un vol virtuel, c'est-à-dire que c'est un ordinateur qui fait le même vol que nous faisons l'année prochaine, mais simplement au travers d'une simulation, mais en météo réelle, donc avec la météo qu'on a cette année. Donc on est déjà parti début mars avec cet avion virtuel depuis le Moyen-Orient, on est en Chine maintenant, et puis on va attendre la mi-avril pour traverser le Pacifique. Donc le tour du monde se fera environ en 3 mois pour tenir compte des effets météorologiques et puis aussi je dirais des besoins et des invitations que l'on a dans les différents pays qui sont l'Inde, la Chine, les États-Unis et peut-être l'Europe du Sud. Bonsoir Patrick Experton. Est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus quand même sur les caractéristiques techniques de l'avion, en particulier les commandes de vol? Comment est-ce qu'on arrive à contrôler le roulis avec une telle envergure, et est-ce que beaucoup repose sur la direction en particulier? Parce que j'imagine qu'on ne peut pas mettre des ailerons en bout de plume d'une si grande portée. Ça se pilote avec un manche et des palonniers. En essayant de vraiment se rappeler que cet avion ne peut pas être dirigé comme on dirige un avion normal. Ce n'est pas parce qu'on veut l'incliner et tourner rapidement que ça va se faire. Si on a une turbulence à ce moment-là, ça va prendre 10 secondes, peut-être 15 secondes pour contrôler. Audrey avait eu une turbulence au décollage à Bruxelles. Il était en butée de manche. Il a fallu simplement attendre que l'avion réagisse et se remette dans l'axe. Donc c'est vrai que c'est une autre mentalité. Pour moi qui viens de l'aile delta, de l'ULM et du ballon, c'est vrai que j'ai dû apprendre à piloter un avion. Ce qui m'a le plus aidé, paradoxalement, c'est en fait l'hélicoptère. De faire 30 heures d'hélicoptère pour pouvoir piloter Solar Impulse. Audrey, lui, il ne dit pas la même chose parce qu'il est pilote professionnel d'hélicoptère et il a peut-être oublié à quel point l'hélicoptère est spécial pour quelqu'un qui commence. Mais quand on apprend à croiser systématiquement les commandes entre le palonnier et le manche, c'est quelque chose qui n'est pas intuitif au départ. Et sur Solar Impulse, c'est ce qu'on doit régulièrement faire. Quand vous prenez une turbulence sur une aile, vous déstabilisez l'avion, vous partez en glissade, et si vous mettez manche gauche, pied gauche directement, il ne se passe rien. Vous devez mettre pied droite pour remettre l'avion dans les filets d'air et manche gauche en même temps pour le redresser. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre à sentir. Alors pour Audrey, c'était plus intuitif parce qu'il avait volé sur tout ce qui existe avec des moteurs. Pour moi, c'était vraiment un apprentissage, mais je me suis rassuré en voyant des chefs pilotes d'essai de la NASA essayer désespérément de poser Solar Impulse sur le simulateur de vol et s'arracher les cheveux parce qu'il n'y arrivait pas, cracher l'avion à chaque atterrissage sur le simulateur, partir foudrage dans son hôtel le soir et revenir le lendemain matin en disant « j'ai pas dormi de la nuit parce que je veux absolument trouver une manière de le poser correctement ». Quand j'ai vu que même lui n'y arrivait pas, je ne me suis pas trop culpabilisé au début. Et donc les contrôles de vol sont mécaniques. On utilise des push rods, mais ça je ne sais même pas comment on dit en français. Des tubes de carbone? Oui, c'est des tubes. Il y a, des tubes oui, des genres de bielle. Pour tout ce qui est aileron, et c'est vrai qu'on arrive à une précision telle que malgré en fait que ces ailerons se situent quand même dans la partie extrême de l'aile, qu'ils ont la grandeur finalement d'une aile de planeur. Hein. L'aileron a la grandeur d'une aile de planeur. C'est vrai qu'on arrive à avoir une qualité de frottement qui est telle que sans force aérodynamique, donc au sol, on vole avec vraiment 2 doigts. Donc ensuite, on a les forces aérodynamiques et on a des fletters, on a à peu près 30 à 40 kg. Donc on a dû laisser tomber le manche à balai, on a vraiment dû avoir un volant pour pouvoir utiliser les 2 mains quand on doit aller en butée au niveau des ailerons, ce qui est le cas quand on vole dans des turbulences. Hein. Donc on a vraiment besoin, je dirais, du débattement complet de toutes les commandes lorsque ça devient turbulence. C'est pour ça qu'on décolle tôt, on pose tard, pour essayer de se maintenir dans un air relativement calme. Est-ce qu'il y a des dispositifs de traînée pour pouvoir descendre? Oui, on a des aérofreins. C'est vrai que si on a une panne d'oxygène au 2,80, c'est important de pouvoir descendre vite. Donc on descend à 600-700 pieds minutes quand on a besoin avec les aérofreins. Et on utilise les aérofreins pour poser. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de voler pour augmenter la sustentation, on a besoin de l'inverse en fait pour pouvoir atterrir. Bon, bonsoir messieurs.
Vous avez parlé de l'autonomie énergétique de cet avion. L'autonomie, vous avez mentionné également l'autonomie du pilote. Il doit manger, faire ses besoins, etc. Mais qu'en est-il de l'autonomie de pilotage? Est-ce qu'il y a un pilote automatique à bord? Est-ce que vous comptez en mettre un dans votre nouvel avion, s'il n'y en avait pas là-dessus, afin de faire ce tour du monde? Alors sur le deuxième avion, il y aura deux systèmes en fait. Il y a un pilote automatique, et vous savez que dans un avion normal avec pilote automatique, il y a souvent deux pilotes. Donc quand un pilote dort, l'autre pilote surveille le pilote automatique. Là, il y a un seul pilote qui doit se reposer. Donc on a un système qui surveille le pilote automatique et qui réveille le pilote en cas de problème. Dans le suivant, dans le deuxième. Dans celui-là, rien du tout. Dans celui-là, c'est entièrement manuel. Aspirant Paris, promotion collège de la POP. Bonsoir messieurs, merci pour votre présentation. Au cours de vos voyages, vous avez rencontré des industriels puissants qui ont un fort pouvoir d'influence. Je voulais savoir si ça a réveillé chez eux, enfin vos exploits ont réveillé chez eux de nouvelles ambitions. Merci. Alors je dirais que tous les partenaires qui sont chez nous sont motivés par différentes choses. Ils partagent certainement cette vision sur la nécessité d'utiliser les technologies de la bonne manière, si je peux m'exprimer comme ça, si on veut arriver à protéger notre environnement et notre terre. Mais leur motivation est de développer, pas nécessairement et certainement pas une nouvelle industrie aéronautique, mais des technologies qui sont utilisables pour l'automobile, pour la construction de maisons, en fait, toutes les applications qu'on a sur Terre et qui permettent, technologies qui permettent de réduire notre consommation d'énergie. Donc à très court terme, ce que l'on fait dans l'avion trouve sa voie et a déjà trouvé sa voie pour un certain nombre de produits dans des applications qui sont justement liées à ce qu'on voit tous les jours sur Terre. Mais c'est sûr qu'on peut faire beaucoup plus dans l'industrialisation de ces technologies. Solar Impulse possède les meilleurs moteurs électriques du monde, les meilleurs matériaux d'isolation, des ampoules. Vous avez vu les ampoules des phares d'atterrissage, 16 phares d'atterrissage. Le tout consomme 150 watts, c'est-à-dire 2 ampoules de lampe de chevet. On a les fibres de carbone les plus fines au monde. Nos équipes travaillent avec des feuilles de carbone imprégnées d'époxy qui sont 3 fois plus légères qu'une feuille de papier d'imprimante. 35 grammes au mètre carré au lieu de 80. On a des systèmes de construction, on a des systèmes de batterie. Au niveau densité énergétique, c'est les meilleurs du monde. Donc c'est clair que tout ça, ça devrait pouvoir être utilisé partout. Et ça ne l'est pas encore, parce qu'il y a une peur incroyable au niveau des grands décideurs politiques et industriels d'utiliser des nouvelles technologies. La force des habitudes, le ballast, le lest qu'on garde à bord et qu'on n'ose pas jeter de nos certitudes, fait qu'on continue à fonctionner avec des vieilles technologies. Une voiture maintenant qui consomme 10 litres au 100, c'est une vieille technologie. Porsche a sorti c'est la 318 qui a battu le record sur le Nürburgring dans les voitures, voitures sportives de haut niveau. C'est une voiture hybride qui consomme 3 litres au 100. Et c'est une voiture de sport. Donc on voit qu'il y a énormément à faire et les gens ont peur. Et c'est vrai que quand on rencontre des responsables politiques de haut niveau, on essaye de faire passer ce message-là. Et quand nous avons été à Bruxelles, c'est pas nous qui avons eu l'idée d'y aller, c'est le Parlement européen qui essayait de faire passer des lois pour les économies d'énergie et les technologies propres, et qui se trouvait en face de tellement de réticence et de résistance de la part des lobbies industriels qui nous ont invités pour venir montrer que c'était possible de faire des choses incroyables avec ces technologies propres. Aux États-Unis, c'était exactement la même chose. On ne se rend pas vraiment compte, on croit que les États-Unis polluent par plaisir. Non, les États-Unis veulent protéger l'environnement, mais à condition que ce soit rentable. Et en Arizona, qui est un État très à droite, ils sont devenus l'État le plus efficient en utilisation d'eau, et ils veulent être les plus efficients en énergie solaire d'ici 1 ou 2 ans. Donc il y a énormément de choses qui se passent. En ce moment, l'Europe est en train de prendre du retard. Même le Maroc est en train de construire la plus grande centrale solaire du monde. C'est pour ça que nous avons été invités par Mohamed VI pour promouvoir son programme. Mais l'Europe prend du retard à ce niveau-là. Et il faudrait qu'on se réveille parce que les nouveaux produits dont le monde a besoin, c'est des produits en technologie propre.
Et c'est comme ça qu'on relancera une croissance, pas en continuant à faire des vieilles technologies que tout le monde a déjà. Sous-lieutenant Lescure, promotion colonel du Perrier. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Je reviendrai simplement sur votre avion. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus les différences qu'il y a entre le Solar Impulse 1 et le 2 et éventuellement vers quelle orientation vous prenez pour réduire encore le poids des prochains appareils? Merci. Alors, il y a trois différences fondamentales entre les deux avions. Hein. Donc, le premier, c'est vraiment d'abord un avion de test. Donc, ce n'est pas un avion qui est conçu pour faire des vols de longue durée. Et si on s'aventure sur l'océan, c'est vrai que la notion de fiabilité, elle devient extrêmement importante. L'avion de transport, il vole 12, 15 heures, il pose, on peut faire une maintenance, on peut changer un équipement qui ne marche pas. Une traversée d'océan avec Solar Impulse, ça va durer 120 heures. Et pendant 120 heures, il faut être sûr, finalement, que les systèmes et que tous les systèmes fonctionnent, ou de prévoir une redondance particulière dans des cas où on pense avoir peut-être pas suffisamment d'expérience et de recul. Donc la fiabilité, ça c'était vraiment un des éléments essentiels. Donc on a beaucoup travaillé avec une société qui s'appelle Altran, une société française, pour réfléchir à toutes les possibilités finalement de panne, et puis vraiment de vérifier d'un côté la durabilité de chaque équipement que l'on a, et puis de s'assurer qu'une panne n'amène pas l'avion dans l'eau au milieu du Pacifique. La deuxième chose qu'on a fait, c'était de travailler sur l'ergonomie, donc d'avoir vraiment un habitat, une fonctionnalité du cockpit qui permet de vivre 5 jours, 5 nuits. Donc on est assis, on peut se coucher, on peut changer de position, je dirais que ça c'est le luxe. On peut comparer une mauvaise classe économie pour le premier avion et une bonne business pour le deuxième. Un peu la différence. On a l'autopilote en plus, etc. Donc tout ce qui aide finalement le pilote, peut-être aussi avec des instruments qui transmettent de l'information, non pas de manière visuelle ou acoustique, mais aussi au travers de vibrations sur les bras. Un virage avec cet avion se fait avec 2 degrés d'inclinaison. Si on est pressé, on en prend 5, mais on ne dépasse pas 5, ou on essaie de ne pas dépasser 5 en fait. Hein. Alors, dès qu'on dépasse 5, on est alerté par une vibration sur le bras, et on sait à ce moment-là qu'on va réduire l'inclinaison de l'avion. Puis la troisième chose sur laquelle on va travailler, bien sûr, c'est l'augmentation de la performance. Donc c'est des matériaux plus légers. Bertrand a parlé de ces feuilles de carbone, c'est l'augmentation de l'efficacité des moteurs, de la densité des batteries. Donc partout, on a vraiment essayé de pousser ces technologies plus loin, et le plus loin possible avec les partenaires. Alors il est plus grand, il va faire 72 mètres d'envergure. C'est vrai qu'on atteint un petit peu les limites de ce que l'on peut faire, mais ça nous donne la performance supplémentaire qu'on a besoin si on a par exemple un ciel qui est partiellement nuageux le matin. Aspirant Querelle, promotion en 2013 de l'École militaire de l'air. Respect, messieurs. L'avenir d'une technologie dépend de son exploitation commerciale et pour nous militaires. Qu'est-ce que vous entrevoyez pour le Solar Impulse dans l'avenir? Est-ce que vous êtes projeté dans 20, 50 ans pour voir ce que va devenir cette technologie? Merci. Alors statistiquement, il faudra 26 ans et demi pour que des avions transportent des passagers avec de l'énergie solaire. Parce que si vous regardez, entre les frères Wright et Lindbergh, entre Lindbergh et Chuck Yeager, entre Chuck Yeager et la Lune, c'est chaque fois à peu près en moyenne ce laps de temps. Donc on peut s'imaginer que maintenant, il faudra à peu près ça pour que l'industrie arrive à trouver une solution pour transporter des passagers. Maintenant, je ne peux pas vous dire combien il y en aura. Il n'y en aura pas forcément 200 tout de suite. Mais on sait qu'il faut commencer à ouvrir la porte sans encore savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Et les frères Wright ne pensaient jamais qu'un avion traverserait l'Atlantique. Et à l'époque de Lindbergh, on se disait, mais Lindbergh est seul à bord, il a un avion rempli d'essence. Par conséquent, si on veut traverser l'Atlantique, on doit faire un brevet de pilote et prendre les mêmes risques que lui. Alors maintenant, on recommence un cycle complet avec Solar Impulse. On reprend un avion qui est très lent, qui vole que par beau temps, un seul pilote à bord, bourré de batteries. Puis le cycle commence. Maintenant, je ne sais pas où il s'arrêtera, mais je pense que ça ira loin. Et ce qui n'est pas utilisé tout de suite dans l'aviation, peut être utilisé au sol pour des maisons, pour des voitures, pour des chauffages, pour des tas de choses. Et c'est déjà ça qu'il faut faire. Il ne faut pas oublier que la production
d'émissions polluantes dans le monde est à 5% pour l'aviation et à 95% pour le sol. Donc c'est vrai que c'est déjà au sol qu'il faut commencer à faire quelque chose. Ce qu'on pourrait faire, je pense assez rapidement, c'est de développer des plateformes de vol qui volent ou qui voleraient, par exemple, à 20 km ou même un petit peu plus haut, pour remplacer les satellites. Donc il y a beaucoup de projets qui se font de par le monde dans cette direction-là. Et c'est vrai qu'on commence à avoir des discussions avec des pays, des organismes, des organisations, des sociétés qui réfléchissent dans cette direction-là. Et puis on a quelque chose à apporter avec l'expérience qu'on a développée avec Solar Impulse. Donc à court terme, je dirais que c'est peut-être ce domaine-là qui va se développer le plus rapidement. Aspirant Maison, promotion colonel de la POAP, 4e brigade. Bonsoir messieurs. Autant pour moi, mon général. J'aurais voulu avoir une idée du prix de l'appareil, du fait que vous ayez les meilleures technologies, que ce soit au niveau de la structure ou même des moteurs. Vous avez la meilleure technologie, vous avez dit au niveau de la structure, en carbone, des moteurs, des panneaux solaires. J'aurais voulu du coup avoir une idée sur le coût de l'appareil. Merci. Le coût de l'appareil, c'est difficile à calculer parce que c'est le résultat de 12 ans de travail, de développement, d'essais, d'opérations, etc. Mais je peux vous dire que le budget complet du projet, entre le début et ce qu'on imagine être la fin du projet en 2015, après le tour du monde, c'est 120 millions d'euros, ce qui représente sur la même durée 4% de ce qu'aurait dépensé une écurie de Formule 1 sur la même période. Ça relativise. Au début de votre intervention, vous avez montré un bateau, un voilier de compétition. Et j'ai l'impression, en vous écoutant, que finalement, les qualités de l'homme que vous avez su nous montrer dans l'introduction, alliées aux qualités de vos moyens, me font penser finalement aux coureurs en solitaire qui ont lancé les premiers la route du Rhum avec des moyens de haute technologie, avec des moyens limités au démarrage comme vous, avec peut-être un peu moins de sponsors, mais avec certainement la même niaque en termes de volonté et de lancement dans un nouveau projet. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez pu, dès l'origine, travailler avec ces navigateurs solitaires qui ont certainement une expérience très proche de la vôtre, qui ont su, même peut-être avant vous, déjà développer le solaire, la désalination de l'eau, les habitacles réduits, l'écart où on dort 20 minutes. Et est-ce que vous avez pu échanger avec eux, échanger avec leurs psychologues, échanger avec leurs scientifiques et leurs médecins avant de vous lancer dans votre aventure? C'est un monde effectivement qui a fait beaucoup de choses. Bon, d'un côté au niveau de technologie, puisqu'on a utilisé des sociétés qui ont développé donc, ces bateaux de compétition. Je pense que le côté humain était intéressant et eux ont l'habitude aussi d'utiliser en fait cette notion de sommeil polyphasique, hein, donc de très courte durée. Alors ce qui est intéressant, certains le font de manière très empirique et puis certains le font de manière un peu plus scientifique. Hélène MacArthur, par exemple, a été très suivie. Donc on a eu accès à pas mal de données, de réflexions qu'ils ont faites à l'époque où elle faisait ses courses solitaires. On a travaillé aussi avec le médecin du Vendée Globe, Dr Chauve, avec qui on continue à avoir des échanges. Alors je pense que c'est vraiment une source, je dirais, de réflexion. Par contre, notre environnement est différent. Notre habitacle est très petit. On a aussi la problématique de l'altitude. En fait, on monte et on descend chaque jour du 2,80. On a montré finalement cette courbe aux Américains, à la clinique Mayo, la Mayo Clinic aux États-Unis, qui font beaucoup de recherches dans les questions d'altitude. Et eux nous ont dit qu'on sortait complètement de leur table et puis de leurs analyses. Donc on était de nouveau finalement dans un monde qui est très peu exploré. Donc on fait face à ça, et puis on a la problématique de l'oxygène, on n'est pas pressurisé, donc on a le risque de l'hypoxie, et donc tous ces facteurs rendent notre environnement, je dirais, différent et nous forcent de toute façon à faire nos recherches, nos expériences
nos études, nos tests, en sachant que c'est aussi toujours très personnel. Bertrand peut réagir d'une manière ou quelque chose peut lui convenir mieux que dans mon cas. Donc finalement, c'est une réflexion générale, puis ensuite on la cible vraiment sur chacun de nous. Maintenant, je vais faire le week-end prochain 3 jours en altitude, en dormant de nouveau 3 heures par 24 heures à raison de 20 minutes pour me mettre dans un état de fatigue important, rentrer dans la chambre de décompression le 4e jour pour poursuivre finalement avec le même rythme et voir ce que ça fait sur la consommation d'oxygène, le comportement, les questions de variation d'altitude, etc. Ouais, vous envisagez de traverser donc l'océan, passer 120 heures dans un univers confiné, quasiment immobile. Les limites physiologiques, vous les avez un petit peu étudiées, le risque thromboembolique, puisque j'ai vu que vous aviez un saturomètre au bout du doigt, donc vous envisagez... On est suivi de manière très approfondie par les cliniques Hirslanden, qui est un groupe de cliniques, qui nous a fait passer des batteries de tests au début. Quand on est arrivé à la visite médicale pour voler cet après-midi avec notre dossier, je crois que ça a quand même impressionné le médecin de la patrouille de France, parce qu'on avait même les IRM cérébraux pour être sûr qu'on n'ait pas d'anévrisme et de choses comme ça. Donc là, vraiment, on est bien suivi. Maintenant, on n'est pas non plus complètement immobile. Avec une couchette, enfin un siège qui peut se transformer en couchette, on peut faire pas mal d'exercices. André fait beaucoup de yoga. Moi, j'ai pris des exercices de stretching, etc., pour contraction musculaire aussi, pour faire circuler le sang. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est la répétition, comme le disait André, de monter à 28 000 pieds, puis de redescendre, et puis de remonter comme ça tous les jours. Aspirant Berger, promotion 2013 de l'École de l'Air. Bonsoir messieurs. Je me demandais, est-ce que ça vous est déjà venu à l'idée de voler, enfin de partager l'intégralité d'un vol, c'est-à-dire de voler tous les deux dans le même vol et de partager l'intégralité du voyage? Parce que j'imagine que chaque fois, voir partir son camarade en étant sur la piste, ça doit être quelque chose d'assez particulier. Donc je me demandais, est-ce que ça vous était venu à l'idée dans le projet de voler tous les deux ensemble sur un long voyage? Alors, le rêve originel, c'était à 2, non-stop, autour du monde. Parfois, il faut fragmenter un peu les étapes avant d'arriver au rêve final. Et c'est vrai que quand André a mené l'étude de faisabilité à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, on a réalisé que si on voulait être à 2 pour voler non-stop, il fallait une envergure qui arrivait dans les 100 mètres à peu près et que ce ne serait pas manœuvrable. Et que par conséquent, on allait faire une envergure qui était manœuvrable entre 60 et 70 mètres, mais ça voulait dire qu'on ne peut pas être à 2 en même temps. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on a développé depuis maintenant 11 ans une amitié incroyable et pouvoir être les 2 en vol pour toutes les étapes, ce serait fabuleux, mais on ne peut pas se le permettre. Un pilote, son équipement, l'oxygène, l'eau potable, la nourriture pour 5-6 jours, c'est 150 kg. À déduire des 650 kg de batterie, et on ne ferait pas la nuit. C'est-à-dire, à 2, l'avion ne peut pas passer la nuit avec si peu de batterie ou le poids supplémentaire. Donc vraiment, on est à la limite complètement de tout. Mais pourquoi pas pour le 3e avion, hein? S'il n'y a plus de questions, moi j'aimerais bien appeler ici Vincent Colgrave, qui est le 2e membre de notre équipe qui est là. Parce que Vincent a organisé avec Hervé de Saint-Exupéry notre journée à Salon de Provence. Et ça permet de faire venir sur scène aussi Hervé de Saint-Exupéry, qui était... En fait, je crois que c'est toi qui as eu l'idée qu'à New York, pour les 70 ans du Petit Prince, nous ayons des écharpes jaunes comme le Petit Prince. Donc, forcément, tu as été lié comme ça à la mission américaine. Et nous avons ce partenariat grâce aux réseaux sociaux, où la Fondation Saint-Exupéry pour la jeunesse, la Fondation Solar Impulse avec Vincent, collaborent énormément pour essayer de passer les valeurs éducatives de Saint-Exupéry dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+,
etc. Donc, nous avons forcément un cadeau pour toi. Il faut que Vincent aille le chercher. Le sac de Solar Impulse. En attendant, je vais vous en donner un. Justement, on parlait du Petit Prince, et que vous allez emmener le Petit Prince dans la navette. Voilà. On a un Petit Prince à emmener dans la... Ah, alors, magnifique. c'est le prototype, parce que je sais qu'il pèse un peu trop lourd, celui-là, pour l'emmener. Magnifique. C'est mieux qu'un Oscar. Voilà, donc, merci. Alors, c'est un modèle unique pour le moment, mais il a été réalisé par un artiste qui vit en Asie et dont le grand-père avait volé pour l'armée de l'air française. C'était l'un des as de la Première Guerre mondiale sur Breguet 14, un contemporain de Saint-Exupéry, et il a volé avec Saint-Exupéry également. Donc c'est un autre hommage. Magnifique. Tu sais ce qu'on va faire? On va lui fabriquer une petite écharpe jaune qu'on va lui mettre autour du cou, comme ça. Oui. Hein? Est-ce que je peux vous dire quelque chose que j'ai préparé, tout simple, pour vous? Avec très grand plaisir. Alors, on va vous donner un micro. 1, 2, 1, 2. Alors, Bertrand et André, vous avez réalisé donc les premiers vols avec un appareil propulsé par la seule utilisation inépuisable de l'énergie solaire. Et vous avez effectué la traversée de l'Amérique, des États-Unis, qui fut un triomphe. Et je vous en remercie. Je crois que l'ère des pionniers, je vous l'avais déjà dit, n'est pas terminée. Vous êtes, vous aussi, des pionniers, comme avant vous, les pionniers de l'aéropostale, il y a presque 100 ans. Avec des techniques différentes, bien sûr, mais avec les mêmes grandes qualités humaines de volonté et de courage. Merci François. Merci beaucoup. Hervé, tu t'imagines notre émotion d'être là, ici, à Salon de Provence, sur la base mythique de l'armée de l'air française. Alors, c'est à Vincent de t'offrir un souvenir de Solar Impulse. Comment pour le général? Pour le général? Hein? D'accord, très bien. Il me revient le privilège de faire la conclusion. Donc, voilà ce que ça donne. L'aéronautique, la vraie, de la haute technologie, mais des valeurs humaines puissantes, de la modestie, générosité de cœur. Et ça fait une équipe. Il n'y a qu'un seul pilote, mais il y a toute une équipe autour. Il faut toute une équipe pour faire voler cet avion. Ça vous rappelle rien, ça? Eh bien, c'est ça qu'on fait ici. Et on s'enrichit de ce qu'on devient et pas de ce que l'on gagne. Voilà, bonne soirée à tous. Merci à cette équipe magnifique. Merci infiniment. Merci. On a aussi un petit souvenir pour vous.